Le lieutenant de police Julien Napogba-Legma, il est le responsable de la division de la planification, de la communication et de la collaboration policière au sein de la BCLCC. Entendez par là la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. C'est donc notre invité. Et avec lui, nous parlons aujourd'hui de cyberarnaque quand le commerce bio devient un piège numérique. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Kabouré, bonjour à l'ensemble de nos téléspectateurs et merci à vous de nous recevoir ce matin sur votre plateau. Alors c'est un plaisir. Lieutenant, déjà pour commencer, est-ce qu'on peut aller sur une brève présentation de la BCLCC? Quelles sont ses missions actuellement? Quel est son train quotidien en ce moment où on sait qu'elle est beaucoup sollicitée? D'accord, merci à vous pour la question. Il faut noter que la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, c'est une structure spécialisée en matière d'enquête sur les infractions cybercriminelles. Et la BCLCC a été créée en 2020. Février 2020, au regard donc de l'évolution croissante des infractions en matière informatique et celle facilitée surtout par l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. C'est une direction centrale qui relève donc du ministère de la Sécurité et essentiellement ses missions c'est de recevoir et de traiter les plaintes ou les dénonciations des personnes aussi bien physiques que morales en matière donc de cybercriminalité. C'est également de contribuer à l'expertise nationale en matière d'investigation numérique parce que c'est la structure leader en la matière et c'est également d'apporter un appui technique aux services de police, de gendarmerie dans le cadre des investigations en lien avec la cybercriminalité. Il faut noter que la BCLCC reçoit également des soins transmis provenant donc des parquets pour les traiter également et rendre compte au procureur. À cet effet, il faut noter qu'également nous traitons donc les demandes d'entraide internationale parce que autre pays que le Burkina Faso peut donc à la recherche par exemple d'une personne présumée du fait de cybercriminalité peut saisir donc au niveau national notre structure pour donc diligenter donc des cas d'enquête en la matière pour leur reverser donc des éléments d'information. Voici globalement donc les missions de la BCLCC. Il faut noter que nécessairement elle a c'est dire qu'au niveau attribution, elle a une compétence qui est nationale, qui lui permet de quitter Ouagadougou pour aller dans une autre région, province, sur l'ensemble donc du territoire burkinabé. Alors, lieutenant, on parle aujourd'hui de cyberarnaque quand le commerce bio devient un piège numérique. Quand on parle de cyberarnaque, à quoi est-ce que cela renvoie exactement pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec le terme? D'accord, il faut noter que cyberarnaque, c'est juste l'association du concept cyber donc à l'arnaque. L'arnaque, c'est traditionnellement connu lorsqu'une personne globalement fait usage de méthodes frauduleuses pour vous soustraire des biens ou du numéraire ou à son propre bénéfice ou au bénéfice d'un tiers. Et maintenant, c'est cyber lorsque effectivement ces pratiques-là ont été facilitées par les technologies de l'information et de la communication. C'est pourquoi on parle de cyber-arnaque parce que commis sur le cyberespace et très souvent à l'aide des technologies numériques. Comment ces pratiques criminelles ont pu s'adapter de manière à cibler aujourd'hui des secteurs spécifiques comme le commerce bio? D'accord, il faut noter que les cyberdélinquants s'inscrivent également dans une dynamique d'innovation et c'est très souvent du profilage et l'étude aussi de l'actualité. En vérité, les méthodes traditionnelles ont commencé à leur niveau à montrer véritablement leurs limites parce que très souvent il fallait s'exposer physiquement pour la commission de certaines infractions. Mais à l'ère du numérique, il est très facile de pouvoir atteindre une personne à travers des méthodes frauduleuses pour l'emporter, pour l'engager autour d'une escroquerie qui a été savamment orchestrée et très bien ficelée. Et très souvent, il faut noter que ces personnes opèrent en groupe avec un
mode opératoire assez très bien organisé qui leur permet donc d'atteindre leur cible, parce que on sait que effectivement et actuellement les personnes qui exercent et utilisent, et le téléphone est devenu un outil du travail. Ce qui fait qu'on passe évidemment par ces moyens-là, et ça lui l'éloigne de la victime, parce que bon, il ne s'expose plus physiquement, et donc lui permettant donc de l'atteindre facilement, et donc de l'embarquer sur des informations dont souvent la victime n'a pas la possibilité donc de vérifier l'information. Parlant de commerce bio, on parle d'une arnaque, notamment sur les épices. Jusqu'à quel niveau est-ce que le phénomène est assez important? Est-ce qu'on a de lourdes conséquences? Oui, on a de lourdes conséquences, mais avant, il faut comprendre comment opèrent donc ces cyberdélinquants. Alors, quand on parle donc de l'arnaque autour donc des épices bio, c'est ce que nous l'avions baptisé comme ça. C'est vrai qu'il y a d'autres types d'arnaques avec des modes opératoires assez similaires, comme l'arnaque liée à la sève de moringa et d'autres produits. Revenons donc au mode opératoire sur les épices bio. En fait, le cyberdélinquant, alors, il vous appelle très souvent et il se présente comme le directeur de restauration d'une chaîne de restauration de la place. On ne va pas préciser de nom. Et donc, vous fera savoir que voilà, la chaîne de restauration est actuellement à la recherche de nouveaux fournisseurs, donc d'épices bio, voilà, utilisées dans le cadre donc de la restauration au niveau de leur chaîne. Et donc, ils avaient préalablement un fournisseur, mais qui actuellement est indisponible. Est-ce que vous êtes intéressé à exercer par cette activité? Très souvent, soit vous aviez une connaissance donc, qui est dans le domaine, ou vous-même vous êtes dans le domaine. Pour certains, c'est leur époux, leur fille, eh bien, ou un membre de la famille. Et là, pour la plupart donc, de ces personnes, elles saisissent l'occasion. Et même si elles ne sont pas directement concernées, elles vont donc dire que, bon, effectivement, elles connaissent quelqu'un qui exerce donc dans le domaine. Et là, on va leur demander de donner le numéro du directeur donc, de restauration à cette personne qui va entrer en contact donc, avec ce dernier. Et vous voyez, la première personne voilà, met en contact une de ses connaissances avec le supposé voilà, responsable de restauration qui l'appelle effectivement dans le cadre donc, de recrutement d'un fournisseur. Et celui-ci lui rassure qu'effectivement ils sont à la recherche d'un fournisseur. Mais le principe de recrutement est qu'il doit acquérir des échantillons pour qu'il s'assure qu'en vérité voilà, ces produits sont bio. Et là, bon, très souvent, tu n'es pas en contact, tu ne peux pas garantir que tes produits sont bio. Et là, le directeur lui-même va te proposer un contact qui avaient voilà, l'habitude d'accompagner leur ancien fournisseur à acquérir du vraiment bio. Et là, il vous met en contact. Ce n'est qu'avec un autre membre donc, du groupe, ou lui-même qui va changer donc, de voie. Et là, quand vous entrez en contact, effectivement, il vous dira qu'il peut vous en trouver les épices, mais il doit se déplacer dans telle zone. Il va vous demander donc de l'envoyer de l'argent. Vous allez lui envoyer de l'argent. Après, il va vous dire qu'il a effectivement eu les épices. Et pour tel type d'épices, parce qu'il y en a plusieurs, on peut vous dire pour telle épice A, épice B, épice C, c'est tel prix le kilo. On vous a exigé par exemple de prendre 5 kilos voilà, d'échantillons de chaque. Et là, vous allez envoyer l'argent pour l'acquisition. Il vous dira que c'est OK. Et tout de suite après, le directeur vous rappelle que vu que vous allez acquérir, c'est l'ancien facilitateur, donc ils sont voilà, informés que bon, ces recommandations sont bonnes et que bon, c'est toujours du bio, alors vous pouvez aller directement à l'acquisition de telle quantité. Donc après que vous ayez envoyé l'argent pour les échantillons, et donc on vous donne une quantité avec, quand on fait le calcul, ça fait beaucoup d'argent, mais préalablement il vous a rassuré de votre part de gain. C'est-à-dire pour chaque kilo, il le rachète à tel prix. Si par exemple le kilo fait 7500, ils vont vous dire qu'à l'hôtel, il le rachète à 15 000 le kilo. Pour du bio. Quand vous faites déjà en confiance. Voilà. Quand vous faites votre marge bénéficiaire, c'est assez grand. Et là, bon, vous vous engagez. Souvent, vous ne disposez pas de la totalité de l'argent pour l'acquisition. Vous allez emprunter de l'argent avec des connaissances. Et dès que vous envoyez l'argent, alors à partir de ce moment, il va vous rassurer qu'il va vous envoyer ou qu'il viendra par lui-même vous livrer le produit. Il vous donnera un rendez-vous très souvent pour vous livrer le produit et vous risquez donc d'aller attendre.
Il y a dans certains cas même où ils vont vous dire que vous devrez livrer directement, ils vous donnent rendez-vous à l'hôtel concerné ou à la chaîne de restauration concernée, que le rendez-vous va se tenir donc sur place. Et quand vous arrivez, pour la plupart donc des cas, quand vous vous renseignez au niveau de la chaîne de restauration, d'après monsieur Intel, directeur de restauration avec qui vous avez rendez-vous, on vous rassure qu'il n'y a pas monsieur Intel donc dans cette chaîne de restauration. Des illusions. Voilà, des illusions totales tout de suite, et pour la plupart des cas, les gens envoient beaucoup d'argent. Je vous donne donc juste quelques statistiques donc uniquement du trimestre passé. Nous sommes alors donc de plus de 100 millions de préjudices concernant 100 millions de francs CFA. 100 millions de francs CFA. C'est l'une des arnaques qui crée assez donc de préjudice, parce que quand on vous embarque, minimum que les gens perdent, c'est minimum c'est alors donc de 250 000 que ça débute. Et là, bon, pour d'autres, ils envoient des millions, 3 millions, 5 millions, 7 millions, avant de se rendre compte véritablement qu'il s'agit donc d'une supercherie, parce que c'est très bien organisé avec autour un noyau, un groupe donc qui échange avec vous, qui vous rassure et qui souvent même vous envoie des documents falsifiés, de bons de commande avec donc des éléments donc d'une chaîne donc de restauration. Est-ce qu'il arrive que des victimes dans cette situation se présentent à la BCLCC, et quand c'est le cas, comment est-ce que vous agissez? Alors, il faut noter que minimum chaque semaine, nous recevons en moyenne 5 victimes donc, de ces pratiques. Je sais qu'il y a une des chaînes de restauration qui a donc affiché mon numéro. Dès lors qu'une victime se présente, on lui passe donc mon contact pour entrer en contact avec moi. Alors donc, quand les victimes viennent, on enregistre donc leur plainte. Souvent, on se rend compte dans l'analyse des données qu'en fait, il s'agit d'un même groupe qui agit sur l'ensemble donc des victimes ou une partie des victimes. Et donc, nous avions même eu déjà à déférer donc des réseaux que nous avions pu interpeller. Mais il faut noter que très souvent, en fait, ces réseaux, ils ont des connexions extérieures. Donc, il y a dans la pratique, très souvent, quand ils reçoivent les fonds, malheureusement, quand les victimes voulant bloquer les fonds, puisqu'ils se sont rendus compte de la supercherie, quand ils appellent l'opérateur, on leur fera comprendre que l'argent était déjà retiré. Parce que tout simplement, les cyberdélinquants, ils vont envoyer l'argent par exemple à l'extérieur, et l'argent va revenir sous la forme de commission sur l'ensemble donc des membres. Ce qui fait que l'argent ne se trouve plus donc sur la SIM donc où vous aviez envoyé l'argent, l'opérateur n'est pas en mesure donc de bloquer donc les fonds. Et c'est ce qui fait que ils arrivent donc dans les circuits à pouvoir échapper donc au processus et au mécanisme de blocage mis en place par les opérateurs. Et c'est dans ce cadre que nous également nous les traquons et nous en déférons quand même beaucoup de groupes qui pratiquent donc dans cette forme d'arnaque. C'est surprenant et étonnant pour beaucoup quand on parle de cyberarnaque ou cybercriminalité. On penserait à d'autres méthodes, mais touchant le bio, touchant l'exemple des métis avec des préjudices de l'ordre de 100 millions, vous avez dit, rien qu'au trimestre précédent, c'est tout de même énorme. Pour ceux et celles qui sont victimes ou qui seraient victimes, comment se prémunir d'une telle situation quand on reçoit un coup de fil par rapport à un secteur d'activité que l'on mène pour quelqu'un qui vous propose avec une chaîne de restauration connue et qui semble bien OK? Comment est-ce qu'on arrive à s'en sortir? D'accord, les principes élémentaires sont assez clairs. En fait, lorsque vous exercez effectivement donc, dans une activité, il est clair que pour une première personne avec qui vous n'avez jamais eu de contact, je pense qu'il faut prendre les dispositions pour ne pas tout de suite faire confiance. Pour une personne que je ne connais pas, qui m'engage donc dans une activité ou dans un business, il faut faire très attention, parce que les cyberdélinquants, tout de suite, vous allez voir dans leur méthodologie qu'ils vont éviter le contact physique. Lorsque vous allez insister pour des rendez-vous physiques, pour leur remettre l'argent de façon physique, ils vont refuser. Vous n'allez jamais pouvoir donc les rencontrer. Ils vont privilégier que vous leur envoyez l'argent à travers donc les services de mobile money. Voilà. Ça fait le deuxième élément. Et là, tout de suite,
les chaînes de restauration ne fonctionnent pas comme ça. Il n'y a pas de raison de recruter virtuellement un fournisseur sans le connaître, sans que véritablement il ne se déplace. Il y a des mécanismes donc de recrutement dans ce sens et c'est clair que ce n'est pas par coup de fil. Je suis sûr que les travailleurs, je taquine souvent ainsi, les travailleurs au sein de la chaîne de restauration ne manqueront pas des membres, même peut-être de leur famille, à qui ils voudront attribuer ce marché, que de vous appeler une personne X comme ça pour vous donner cette opportunité de vous faire donc assez de marge bénéficiaire. Donc c'est clair que lorsque vous recevez tout de suite une offre donc par téléphone, il faut faire très attention, exiger donc un rendez-vous physique. Et même dans le physique, il faut noter que très souvent il y a des groupes très organisés qui peuvent vous retrouver dans des enceintes très bien habillés au nom de leur entreprise et qui vont donc vous embarquer dans une fausse histoire qui n'aura pas de fin. Toujours pour comprendre, est-ce que la publicité que beaucoup font sur les réseaux sociaux par rapport à leurs activités ne les place pas justement à la disposition de ces cybercriminels? Est-ce que le tapage que l'on fait par rapport au secteur d'activité sur les réseaux sociaux pour se trouver de la clientèle, est-ce que c'est pas par là que tout part? Parce qu'ils arrivent à connaître le métier que tu exerces, ils arrivent à avoir une idée de ce que tu as peut-être comme quantité de stock. Est-ce que c'est pas sur les réseaux sociaux où l'on se rend victime? Oui, il faut noter que les cyberdélinquants, ils sont assez intelligents. Parce qu'ils font très souvent aussi ce qu'on appelle le profilage, la recherche d'informations vous concernant. Ce qui fait que souvent certains même vous appellent dans une certaine familiarité où ils vont vous embarquer dans une histoire vous disant que vous vous êtes déjà vu à telle ou telle activité. Je prends un exemple. Vous avez participé par exemple à une rencontre d'affaires, par exemple des promoteurs de vente de tel ou tel produit. L'article a été, et puis bon, il y en a même qui souvent pas participent à ces conférences-là, où ils ont accès à la liste, ils photographient la liste de présence, et c'est dans cette liste de présence qu'on vous appelle. Et il vous dira que bon, vous avez échangé les contacts lors de telle activité, c'est vrai, à telle occasion, c'est vrai, et c'est à cette occasion que j'ai eu votre numéro. Et c'est dans ce cadre que j'aimerais donc vous proposer telle ou telle affaire. Et effectivement, lorsqu'on publie également ces activités en ligne, qui est d'ailleurs bien, mais également, les cyberdélinquants vont sur ces pages, ils collectent des informations sur vous, parce que quand ils vont vous appeler, c'est le responsable de telle ou telle société ou entreprise faisant la promotion de tel produit. Vous allez dire oui. Et très souvent, ils font des simulations de transfert d'argent sur votre numéro. Ils voient souvent des numéros en votre nom. Ils vont vous appeler par votre nom. Et vous pensez qu'effectivement, il y a une certaine familiarité. Ils peuvent vous googler pour voir si vous aviez donc une activité en ligne, pour vous prendre sur des éléments vrais vous concernant. Et là, sur cette base, on peut facilement vous embarquer. Et très souvent, la confiance est renforcée, surtout lorsque il y a une recommandation. C'est-à-dire quand moi je vous appelle M. Kaboré et que vous recommandez par exemple une de vos cousines. Quand votre cousine entre en contact avec moi en tant que supposé responsable de chaîne de restauration, pour votre cousine, vous et moi, il y a un grand lien. Vous me connaissez assez bien. Ce qui fait que elle ne prend plus les dispositions de confiance nécessaires en traitant avec moi, puisque c'est déjà vous qui m'aviez recommandé ou qui nous aviez mis en contact. Et c'est très souvent là que le bas blesse, parce que on a eu par exemple un retraité comme ça qui effectivement cherchait donc un marché pour son enfant, malheureusement, et là quand on l'a contacté, se faisant passer pour lui, c'était son contact interne au niveau de la chaîne de restauration, parce que ça coïncidait avec le même nom de la même chaîne de restauration. Et là, il a facilité, il a donné le numéro de sa cousine et de sa fille. Il a même vidé sa pension de retraite de l'ordre de plus de 3 millions qu'il a malheureusement injecté, et ça s'est retrouvé donc dans le compte du cyberdélinquant, malheureusement. Comment la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité arrive à s'adapter et arrive à mener un boulot par rapport à ce type de cybercriminels qui ne cesse pas d'évoluer en termes de technique, en termes de trouvailles? Comment vous arrivez à vous adapter?
Il faut noter qu'il y a l'expérience également dans le traitement de ces cas, permet donc aux enquêteurs de s'adapter, mais également employer des moyens techniques beaucoup plus avancés, parce que quand vous regardez dans le processus, il y a certains cyberdélinquants qui dans votre échange, par exemple, vont vous exiger par exemple de leur envoyer votre CNIB, la copie de votre CNIB, qui peuvent souvent utiliser dans le marché noir pour acquérir des cartes SIM en votre nom, qu'ils exercent. Ce qui fait que quand on essaie donc de mener des investigations, on peut tomber sur une première identité qui ne permet pas de faire avancer l'enquête, parce que tout de suite on sait que c'est une identité usurpée. Malheureusement. Donc, ce qui fait que avec donc les formations en termes de renforcement de capacité, les acquisitions donc de moyens techniques, mais également de l'expérience donc dans le traitement de ces cas, tout de suite les enquêteurs comprennent désormais l'esprit donc de fonctionnement de ces cyberdélinquants. Voilà, et c'est ce qui nous permet très souvent donc d'avoir des résultats avec l'accompagnement de certains partenaires et dans le cadre donc de la fourniture en matière d'information dans le cadre de nos investigations. Sinon, ils innovent, mais également nous en tant que structure de lutte, nous devrons également innover pour être nécessairement à la hauteur donc de ces défis posés donc par ces cyberdélinquants, afin d'avoir des résultats pour les traquer et pouvoir les déférer devant les juridictions. Alors, lieutenant, les téléspectateurs et auditeurs m'en voudront de ne pas poser cette question, parce que c'est aussi une utilisation courante des cybercriminels actuellement, qui vous envoient un message, qui vous disent qu'on vous a manqué par rapport à tel poste, par rapport à tel recrutement, et beaucoup reçoivent ce type de message quotidiennement. Qu'est-ce qui est fait par rapport à ça? D'accord, il faut noter que déjà il y a une enquête en cours par rapport donc à cette pratique. Et effectivement, pour déjà limiter donc les éléments de préjudice, nous avions eu à communiquer dessus, et assez de médias nous ont accompagnés à travers donc le relais donc de cette information dont vous faites partie. Et là, effectivement, c'est une campagne donc d'arnaque, et là on vous envoie des messages de façon aléatoire, ils n'ont pas, très souvent c'est pas ciblé. On prend juste par exemple si votre contact c'est tant en temps, ça termine par exemple par 10, ensuite on met 11, 12, 13, 14, 15, donc on envoie de façon aléatoire comme ça les messages. Sur 100 personnes, on sait qu'on va avoir des retours pour au moins 20, 25, 50 personnes qui sont intéressées et qui malheureusement vont accepter de suivre le processus, et c'est donc à terme qu'on va donc les exiger malheureusement des frais de dossier. Et bon, vous voyez très souvent 12 500, ce n'est pas beaucoup, mais à l'ordre donc de 100 personnes, ça fait beaucoup d'argent. Et c'est dans ce cadre-là très souvent qu'on arrive donc à escroquer beaucoup, qui en perdent donc en fond. Et le préjudice donc qui a été noté, on était déjà à l'ordre de près de 10 millions. Près de 10 millions de préjudices par rapport à ces messages. C'est ça. Alors, lieutenant, quel est le message que vous donnerez aux auditeurs et téléspectateurs, parce que aussi une utilisation responsable des réseaux sociaux pourrait permettre de contrer énormément ces cybercriminels? Quel est le conseil à ce niveau quand on connaît la moyenne de ceux qui se retrouvent sur les réseaux sociaux aujourd'hui au Burkina? D'accord. Et en termes donc de conseils, il faut retenir essentiellement les suivants. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans le domaine des affaires, la prudence doit être également un maître mot. Et donc, on ne travaille qu'avec des partenaires de confiance. On ne peut donc... personne ne peut constituer un partenaire de confiance lorsque, dès lors, vous ne connaissez peut-être pas la personne. Vous êtes à votre premier contact. Ça, c'est difficile. Donc, faites très attention lorsque un partenaire vous exige donc de faire totalement le processus de conclusion du business virtuellement. Et surtout, à votre premier contact. Si c'est une personne avec qui vous avez déjà eu à traiter, il n'y a pas de problème. La confiance est là, quand bien même la prudence doit rester. Mais pour une première, il faut donc éviter surtout d'envoyer donc de l'argent à une personne inconnue et avec qui vous traitez pour la première fois. Il faut également être assez prudent parce que il y a assez d'escroquerie donc en la matière, et très souvent le mode opératoire tourne autour donc des mêmes éléments. Et lorsque vous êtes victime, il faut venir rapidement
poser plainte pour que nous puissions donc diligenter. Il y a pour certains qui très souvent, ils décident de laisser pour eux à Dieu. Pourtant, il est clair que Dieu ne va pas venir faire des investigations. C'est toujours bien que, même si chez vous, vous pouvez supporter le préjudice, il est bon de poser plainte pour que on puisse interpeller la personne et protéger donc d'autres personnes. Et c'est également pour eux de ne pas laisser très souvent certains processus d'exécution à des agents. Parce que quand il s'agit donc de décaisser de l'argent, il faudrait donc que ça vienne donc par leur autorisation, de sorte à limiter les dégâts. Et donc, il faut véritablement éviter dans ce monde d'affaires à faire confiance à une personne inconnue surtout, et avec qui vous traitez pour la première fois. Je terminerai par là où se trouve la BCLCC pour ceux et celles qui voudront s'y rendre, afin justement de poser une certaine plainte par rapport à des cyberarnaques. D'accord. Et la BCLCC est située à Koulouba. Nous sommes à Zabadaga. Et là, nous avions un contact fixe, si l'on peut le donner. C'est le 25 39 58 41. Si vous pouvez utiliser aussi le 42 à la fin. Et vous pouvez également nous écrire pour les personnes victimes qui sont hors de Ouaga. Sur l'adresse cybercrime@sécurité.gov.bf. Vous pouvez envoyer votre plainte sur cette plateforme. Lorsque vous constatez également des faits délictuels sur Internet, même si vous n'êtes pas victime, vous pouvez également nous partager, nous dénoncer ces cas à travers notre plateforme de signalement dénommée Alerte BCLCC, accessible en ligne à travers l'adresse alerte.bclcc.gov.bf, ou bien télécharger l'application sur le Play Store pour ceux qui utilisent les Android. Vous pouvez également le télécharger sur Huawei et App Gallery et également iOS. Donc c'est disponible donc sur toutes ces plateformes. Vous pouvez télécharger et cela vous permet donc de faire des dénonciations de cas pour nous permettre de les prendre en compte, pour anticiper, pour communiquer, pour protéger d'autres, mais également pour réprimer les cas avérés. Alors, nous sommes au terme de notre entretien. Je rappelle que vous êtes le lieutenant de police Julien Napogba Legma. Vous êtes le responsable de la division de la planification, de la communication et de la collaboration policière, bien sûr au sein de la BCLCC, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation et on espère vous retrouver très bientôt, parce que les cybercriminels, ils ne se reposent pas et nous aussi, on ne cessera pas de mener le combat qui est le nôtre. Merci à vous. Merci à vous également pour l'invitation. Grandement merci à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders à Trui TV et Watt FM. Merci à Seul FM, donc à ce numéro du DEJ Matinal Info. En attendant de vous retrouver, Dieu voulant, pour un prochain numéro, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse à le Burkina Faso. Au revoir. Trui TV, la télé interactive.